Il y a 45 ans, lorsque j'ai débuté mes études d'histoire à l'Université de Bruxelles, les séminaires d'histoire médiévale étaient consacrés aux relations entre les villes et les campagnes. Et d'ailleurs, en 1991, lorsqu'il s'est agi de rendre hommage à l'un de mes maîtres, justement, à l'Université de Bruxelles, qui était diplomatiste, mais donc spécialisé dans la question que je viens d'énoncer, Georges Despy, le numéro de mélange, ou plutôt le volume de mélange qui lui a été consacré, s'intitulait « Ville et campagne au Moyen-Âge ». Je vous le montre. Il ne sera pas question de Moyen-Âge ici, mais ce problème, ou plutôt ces séminaires, m'ont sensibilisé au fait que, contrairement à l'idée que nous pourrions avoir, idée assez manichéenne, assez binaire, d'une séparation entre deux mondes, le monde rural et le monde urbain, ceux-ci ont toujours été en étroite symbiose. Mon exposé, ma leçon d'aujourd'hui, portera sur campagne et ville en France au XVIIIe siècle. Vous remarquerez que j'ai placé le terme campagne en premier lieu. J'aurais pu placer, mais avec une autre argumentation, le terme ville en avant. Je vais revenir justement sur l'ordre dans lequel il faudrait placer ces deux éléments, mais c'est essentiellement parce que les campagnes représentent 85% de la population sous l'Ancien Régime en France et que 75% des habitants du royaume travaillent dans les champs, sont des paysans ou sont des éleveurs. Au cœur de mon sujet, on trouvera la problématique suivante. En tout cas, c'est la conclusion, c'est la réponse à cette question qui devrait fournir l'essentiel de ma conclusion. Le XVIIIe siècle a-t-il renforcé ou non la distance, les distances entre les villes et les campagnes? Les campagnes, je viens de l'indiquer, représentent la très grande majorité de la population. On est encore à l'époque pré-industrielle. Quant aux villes, il n'est pas très facile de les définir. Je me suis permis un exercice semblable dans un cours précédent consacré aux villes allemandes du bas Moyen-Âge, au XIVe et XVe siècle. Pour le XVIIIe siècle, il semblerait que le plus simple soit partir d'une définition qui ne soit pas anachronique, c'est-à-dire de partir de la définition qu'au XVIIIe siècle, les Français, les statisticiens de l'époque, puisque la statistique naît au XVIIIe siècle, donnent d'une ville. Dans les années 1740, pour un fonctionnaire, une ville comprend au minimum 2000 habitants. Une vingtaine d'années plus tard, une autre définition basée également sur des chiffres donne celui de 4500 habitants. Donc vous voyez que cette fourchette passe du simple au double quant au nombre d'habitants de cette entité, d'une entité urbaine.
En fait, toute définition sera inévitablement floue et l'on doit se référer à un certain nombre de critères qui appartiennent à des domaines différents et à partir desquels, quand on les superpose, on peut aboutir à une définition de ce que c'est qu'une ville en France au XVIIIe siècle. Il y a tout d'abord le critère juridique. En effet, une ville est munie de privilèges qui remontent souvent au Moyen-Âge. La muraille, qui a une fonction défensive, a aussi une fonction symbolique et juridique. À partir du moment où l'on entre dans l'enceinte d'une ville, on n'est plus soumis aux mêmes droits que dans l'arrière-pays, que dans la campagne. Deuxième critère, c'est le critère économique. Dans une ville, même s'il n'est pas absent, je fais référence ici en particulier à l'agriculture et à l'élevage, il n'en demeure pas moins que le secteur primaire occupe une place réduite par rapport au secteur secondaire, c'est-à-dire aux activités économiques de transformation des matières premières, autrement dit en gros l'artisanat, et d'autre part au secteur tertiaire, c'est-à-dire les activités de service et plus particulièrement le commerce ou l'administration. Il y a un troisième critère, c'est la présence d'activités culturelles et également une distinction quant à l'apparence d'une ville quand on la compare avec les habitations rurales. En effet, dans les villes, on trouve un habitat vertical à plusieurs étages, ce qui n'est pas le cas à la campagne. Il y a la présence également de quartiers. Et enfin, une ville est le siège d'institutions, qu'elles soient civiles, institutionnelles, politiques, judiciaires, mais aussi ecclésiastiques. Je pense à des cloîtres, à des collèges, à des universités. Oui, je dis bien les universités, puisque les universités, comment dirais-je, relèvent de l'Église sous l'Ancien Régime. Il y a quelques villes qui ont des caractéristiques qui leur sont propres et qui ne renvoient pas à la ville entre guillemets moyenne, si ce terme veut dire quelque chose, ou aux petites villes. Il s'agit tout d'abord de Paris, qui connaît une intense activité commerciale, qui est un marché immense. Il y a ensuite les capitales de province, et enfin il y a les grands ports qui ont des activités avec le monde extérieur au royaume de France et au-delà des mers et des océans. Je passe en particulier à des ports de la façade atlantique de la France, par exemple Nantes ou Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, qui sont des ports qui commercent avec Saint-Domingue dans les Antilles, et qui sont donc des ports, en tout cas pour Nantes et pour Bordeaux, des ports négriers. Il y a bien sûr la façade méditerranéenne avec un grand port qui est Marseille, qui commerce avec le Levant et avec les îles de la Méditerranée et les pays, les régions qui se trouvent au bord de la Méditerranée. Je pense donc à l'Espagne, à l'Italie en particulier, mais pas seulement.
il est évident que pour ces villes-là, les relations avec l'arrière-pays ne se présentent pas exactement de la même manière. Il faudrait, si l'on voulait être tout à fait rigoureux, faire une distinction entre les différents types de villes pour voir quel type de relations ces différents types de villes ont pu avoir avec leur campagne. Ce n'est pas possible dans le cadre d'un cours exposé comme celui-ci. Donc, pour résumer et revenir sur ce que j'ai dit en introduction, d'une manière générale, il y a une symbiose entre la campagne et la ville, mais cette interpénétration va diminuer à la suite de différents facteurs dans le courant du XVIIIe siècle. Alors, j'en arrive à l'essentiel, c'est-à-dire aux échanges. Ici, je vais successivement étudier les relations, d'une part, des campagnes vers les villes, les échanges qui se font dans ce sens-là, et dans un deuxième temps, il sera question des relations des villes vers les campagnes. Premier aspect, donc premier angle d'attaque, les relations entre les campagnes et les villes, des campagnes vers les villes. Sur le plan démographique, tout d'abord, la population est beaucoup plus nombreuse dans les campagnes, je l'ai déjà dit. La progression en chiffres absolus est évidemment plus importante aussi en termes, comment dirais-je, de naissance dans les campagnes que dans les villes. Et si quelques grandes villes, en particulier celles que j'ai pu citer il y a quelques minutes, Paris, les métropoles provinciales et enfin quelques grands ports sur mer, il n'en demeure pas moins que la croissance démographique des villes est en chiffres absolus de nouveau plus faible que dans les campagnes. Par conséquent, les villes ne croissent essentiellement que grâce au flux constant de la population rurale qui vient habiter dans les villes. Deuxième élément, après l'aspect démographique, maintenant les échanges sur le plan économique. Je vais successivement aborder la question de l'agriculture et ensuite la question de l'industrie. Pour l'agriculture, un théoricien allemand a pu modéliser, si je puis dire, la géographie des campagnes autour des villes, et en particulier pour la France. Il y a un premier cercle à proximité immédiate, au-delà des murailles, au-delà des limites de la ville. C'est d'abord une ceinture maraîchère où les produits dont on a besoin tous les jours pour se nourrir sont cultivés et accessibles. Ensuite, deuxième zone, celle des vignobles. On mange, mais l'on boit, bien sûr, aussi. Évidemment, ça ne concerne pas toutes les régions de France. Il y en a qui sont évidemment beaucoup plus concernées que d'autres, et vous les connaissez. Troisième zone, c'est la zone des fourrages. La zone des fourrages pour nourrir le bétail. Quatrième zone, c'est l'espace frumentaire. Alors là, il faut distinguer ce qui est produit pour la ville et ce qui est produit pour la campagne. Et il y a une véritable ségrégation, je dirais, en termes de culture, sur le plan agricole, entre ce qui
va vers la ville, ce sont le froment, c'est-à-dire les céréales nobles, et d'autre part ce qui reste comme nourriture pour les paysans, c'est-à-dire des céréales du type du seigle, du sarrasin ou du méteil. Enfin, dernière zone, qui est en général la plus éloignée, celle où l'on produit de la viande, autrement dit, où l'on élève des animaux, comment dirais-je, des vaches, des bœufs, des moutons en particulier, et d'autre part où l'on pêche du poisson dans les rivières et dans les étangs. Ce bétail est amené vers les villes et pour se redonner un petit peu de tonus, est laissé en pâturage après leur voyage près des villes, effectivement, pour qu'ils arrivent en bonne santé. Dans le domaine maintenant de l'industrie, je vais distinguer ici ce qui relève de la production industrielle, donc sur le plan économique, et d'autre part, à nouveau, les aspects démographiques, mais je n'insisterai pas vraiment ici sur ce point parce que je vais y revenir tout à l'heure. Sur le plan économique, la campagne apporte, je dirais, l'essentiel de ce dont la ville a besoin. Il y a des forêts, donc le bois, et le bois, vous savez que ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à se chauffer, ça sert comme matériau de construction, ça sert à construire des voitures, ça sert, je vous l'ai dit, à se chauffer. Le bois a de multiples fonctions et c'est évidemment à la campagne que l'on peut le couper, enfin dans les forêts que l'on peut le couper, d'où la nécessité absolue de bien gérer les forêts. En général, jusqu'au XVIIIe siècle, et c'est le cas également dans les anciens Pays-Bas, c'est-à-dire en Belgique, les forêts sont bien entretenues, comme la forêt de Soignes autour de Bruxelles. La campagne fournit les matériaux nécessaires à l'outillage et la métallurgie, l'industrie métallurgique se situe près des mines où l'on va donc produire le fer. Il y a également une proto-industrie qui existe déjà depuis plusieurs siècles, même une proto-industrie, c'est-à-dire que ceux que au Moyen-Âge on appelle les fabricants commerçants, c'est-à-dire ceux, ou les marchands fabricants, c'est-à-dire ceux qui, pour produire dans le domaine du textile des draps, font travailler les paysans, des tisserands dans les campagnes, ils leur fournissent la matière première, et puis ils viennent chercher la matière transformée pour pouvoir la vendre sur des marchés en ville. C'est une pratique qui est très fréquente et qui est essentielle, je dirais, dans le processus d'industrialisation. Donc je rappelle, on appelle ça la proto-industrialisation, autrement dit, avant que dans le domaine textile, on se mette à travailler en usine à partir de métiers à tisser mécanique au lendemain de l'invention de la machine à vapeur, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, eh bien l'on faisait faire le travail à domicile et non pas en usine dans les campagnes. Donc, d'une manière générale, vous voyez que les campagnes ont toujours été un lieu d'exploitation par des dominants qui vivent dans les villes et qui ont un comportement de type capitaliste.
Voilà donc un certain nombre d'éléments tout à fait essentiels que je voulais mettre en évidence et qui s'ajoutent dans le domaine industriel et artisanal à ce qui a pu être dit juste avant par rapport au domaine agricole. On voit très clairement ici que dans la logique de ces échanges, la campagne est perdante puisqu'il s'agit d'échanges tout à fait inégalitaires entre la campagne et les villes, et ces échanges inégalitaires auront tendance à se renforcer de plus en plus dans le courant du XVIIIe siècle. Maintenant, voyons le second volet de ces échanges entre les campagnes et les villes. Je viens donc de traiter ou d'expliquer dans quel sens, ou plus exactement à propos de quels produits les échanges se font entre la campagne et les villes. Et quand je dis produits, il s'agit également de main-d'œuvre, puisque je vous ai parlé que sur le plan démographique qu'il y a un apport, un flux constant entre les campagnes et les villes. Maintenant, il s'agit donc de considérer le phénomène en sens inverse, de l'autre côté du miroir, et voir comment se produisent les échanges des villes vers les campagnes. J'aborderai ici deux points. Le premier concerne la manière dont les citadins accaparent véritablement les campagnes. Et dans un deuxième temps, et c'est tout à fait logique dans cette argumentation, il sera question de voir comment cette symbiose initiale va s'effriter au profit d'une séparation entre les villes et les campagnes qui ne sera jamais nette, bien entendu. Il y aura toujours un lien étroit, ou en tout cas un lien entre les campagnes et les villes, mais ce lien va se distendre de plus en plus. Je commence donc par le premier point, c'est-à-dire la manière dont les citadins, les bourgeois au sens étymologique, mais enfin tous les citadins ne sont pas des bourgeois, puisqu'ils ne disposent pas tous du droit de bourgeoisie, accaparent les campagnes. Sur le plan économique et financier, tout d'abord, la ville domine très clairement le marché foncier. C'est là que l'on produit de la richesse qui est sonnante et trébuchante. Ce marché foncier est dominé par les gens des villes, par les citadins. Sur le plan financier également, car le crédit vient de la ville par la constitution de rentes et de prêts à cheptel qui deviennent extrêmement fréquents. Sur le plan social aussi, la campagne, d'une certaine manière, est colonisée par la ville. De nombreux citadins, en tout cas ceux qui en ont au moins les moyens, mais il ne s'agit pas obligatoirement de gens très riches, vous savez, ça peut être des gens qui ont de quoi vivre, des artisans, qui peuvent, et qui souvent plutôt mettent leurs enfants en nourrice. J'ai déjà pu évoquer ce sujet-là antérieurement dans le cours que j'ai fait sur la famille en France du XVIe au XVIIIe siècle. En termes de mentalité, parce que finalement les mentalités viennent peut-être en dernier lieu dans l'énumération de ces échanges, mais les mentalités vont beaucoup changer dans le courant du XVIIIe siècle, même si ça se fait progressivement. Tout d'abord, le XVIIIe siècle voit la naissance des maisons de campagne. Maintenant, ça devient plus rare, mais en tout cas pour la génération de mes parents, c'est-à-dire ceux qui ont eu des enfants après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien dans les années 60,
on était dans la période des Trente Glorieuses, je vous le rappelle, et l'excédent qui pouvait être épargné par la bourgeoisie, par la petite bourgeoisie, pas par tout le monde bien sûr, permettait d'acheter donc des maisons que l'on appelait des maisons de campagne, des secondes résidences. Maintenant, ça existe toujours, sauf que, vu le prix du mètre carré dans certaines villes, l'essentiel pour un jeune couple est de pouvoir se procurer un premier logement, et la question du second logement restera sans doute un rêve et ne pourra jamais se réaliser, se concrétiser un jour. Donc, naissance de lieux de villégiature, donc la campagne va être un lieu où des citadins vont se rendre pour l'été, hein, pour les mois où il fait trop chaud en ville, où l'on a envie de prendre l'air. Donc c'est important, hein, de savoir quand ce phénomène est apparu donc, dans nos régions. Ensuite, les villageois vont être soumis, le monde rural en tout cas, à un mode de consommation différent qui vient de la ville, dont le modèle se trouve en ville, pour l'ameublement, pour l'habillement. Vous savez, aujourd'hui, les choses se passent sur le plan international, donc on ne voit plus évidemment, comment dirais-je, ce rapport entre ville et campagne, mais aujourd'hui, pour vous donner un exemple équivalent de celui du XVIIIe siècle, la ville étant un modèle de la campagne, aujourd'hui, on peut dire que on est matraqué par la publicité d'outre-Atlantique, par les produits américains. Et alors quand je dis nous, c'est l'ensemble du monde, et c'est ainsi que vous avez des modèles qui sont proposés par des grosses sociétés de vêtements, par exemple, mais pas seulement de vêtements, hein, ça concerne tous les secteurs, le cinéma, la presse et bien d'autres choses, qui sont commandés dans des pays, alors là, aujourd'hui, ce n'est plus à la campagne, à 30 km de la ville, mais aujourd'hui, c'est commandé dans des pays d'Asie du Sud-Est ou en Afrique qui produisent les t-shirts, hein, dont on va avoir que l'on va pouvoir vendre à grande échelle en Occident, pas seulement en Occident, partout dans le monde. Évidemment, ils sont produits dans des conditions épouvantables, bien souvent, avec des rémunérations tout à fait dérisoires, qui correspondent à quelque chose de tout à fait minime par rapport au prix de vente après être passé par un circuit d'intermédiaires. Reste enfin la gestion de l'environnement. Progressivement, dans le domaine de l'architecture par exemple, les toits des maisons en chaume vont être remplacés par la tuile. Et là, le modèle est effectivement, une fois encore, la ville. Alors, dans les villes, on produit des quantités très importantes de déchets, et ces déchets urbains, ce qu'on appelle aussi le raclum, vont être transportés dans les campagnes pour en faire des engrais. Donc vous voyez que la problématique aujourd'hui du recyclage se pose déjà, sauf que ce n'est pas toujours de manière très écologique, mais déjà à l'époque. La question des déchets est devenue un problème de la gestion des déchets, un problème tout à fait crucial pour les villes aujourd'hui, vous êtes bien d'accord, hein? Eh bien, au XVIIIe siècle, la ville exporte, si je puis dire, vers les campagnes ces déchets qui vont donc servir pour des engrais. Voilà, donc vous voyez que faire de l'histoire, c'est, je dirais, non seulement
faire de la psychanalyse quant à nos mentalités, mais c'est plus encore, c'est comprendre les racines du monde contemporain, le moment ou les moments successifs où se sont stratifiés des comportements économiques, des comportements sociaux, et je dirais que l'historien ainsi ne se transforme pas en sociologue, voire en anthropologue, mais il risque de rater le coche. C'est pour ça que l'histoire doit être totale. On ne peut pas imaginer que l'on se réserve un secteur d'activité si, une spécialisation, je veux dire, si on ne connecte pas sa spécialisation avec d'autres domaines. Bien entendu, je l'ai déjà dit souvent, la recherche nécessite la spécialisation. Mais quand on en arrive, je dirais, à la diffusion des connaissances, ce qui est mon cas ici, puisque je fais de la vulgarisation, il s'agit bien entendu de connecter tous ces travaux savants pour les inscrire dans l'élaboration, dans l'écriture, enfin ici il ne s'agit pas d'écriture, dans la communication d'une histoire globale, d'une histoire générale. Sinon, un cours d'histoire n'aurait pas de sens in fine. Alors, je vous avais expliqué que cet échange des villes vers la campagne comprenait ou allait comprendre deux parties. La première, c'était pour vous expliquer combien la ville envahit les campagnes et impose ses modèles, c'est ce que je viens de faire, mais que dans un deuxième temps, il s'agissait de répondre à la question initiale de mon exposé, introduite donc, je dirais, dans mon préambule, c'est-à-dire essayer de savoir si oui ou non, dans quelle mesure et à propos de quelle matière, le XVIIIe siècle avait renforcé ou non les distances entre les villes et les campagnes. Je vais ici montrer à partir de 4 secteurs en quoi cette séparation entre ville et campagne se renforce dans le siècle que l'on appelle le siècle des Lumières, mais dans le domaine de l'histoire intellectuelle et des idées. Donc. Domaine économique, secteur économique tout d'abord. Les campagnes accusent un retard de plus en plus important. Le chômage, la mendicité s'accroissent. Ces emplois sont liés directement à l'offre et à la demande de la ville. On sait d'ailleurs que la Révolution française intervient en 1789 après un hiver détestable et au moment d'une crise ponctuelle, si je puis dire. Bon, il y avait eu 2 ou 3 étés qui avaient précédé, période de production céréalière qui n'avait pas été bonne, mais surtout la dernière. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre des relations ville-campagne, justement, que la Révolution française se produit. S'il n'y avait pas eu cet événement-là, la Révolution française aurait évidemment éclaté, mais peut-être pas en 1789, peut-être 2 ou 3 ans plus tard. Évidemment, on sait que la Révolution française et la conjonction résulte de la conjonction de plusieurs facteurs liés à l'histoire financière, à l'histoire politique, à l'histoire des idées, l'histoire des mentalités, mais enfin, il y a cet élément essentiel qu'est l'histoire économique, les fluctuations, je dirais, du prix du blé et la raréfaction du blé de 88 à 89 qui a joué un rôle évidemment déterminant pour que la Révolution française se passe en 89. Voilà, donc vous voyez que l'historien, il essaye de faire la part des choses entre d'une part le déterminisme, c'est-à-dire ici une causalité naturelle, mais qui s'inscrit dans un contexte plus général, et c'est ainsi que l'historien, à l'inverse d'un spécialiste des sciences, je dirais, exactes ou naturelles, doit,
comment dirais-je, construire une équation qui comprend beaucoup plus de paramètres avec une difficulté qui est celle de mesurer exactement l'importance de tel ou tel paramètre dans le résultat final. Alors, sur le plan démographique, deuxième élément après l'aspect économique, sur le plan démographique, je vous ai déjà expliqué qu'il y a un déficit démographique entre les campagnes et les villes, puisqu'il y a une émigration qui devient de plus en plus importante vers les villes. En ce qui concerne les naissances tardives, elles sont limitées à la campagne. On vit encore, je dirais, dans la mentalité de la contre-réforme. Vous savez, cette réforme instaurée par l'Église catholique à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle et qui imposait toute une série de comportements. Les villes sont en avance en termes de mentalité, ce qui signifie qu'un certain nombre de pratiques anticonceptionnelles sont en usage dans les villes au XVIIIe siècle, et en particulier à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors que les campagnes ont encore des comportements plus lents, si je puis dire, et ce qui explique qu'il y a un taux de natalité qui est plus élevé que dans les villes, ce qui explique ce différentiel entre le nombre de naissances et entre les villes et les campagnes, qui permet donc cette émigration importante vers les villes. Troisième secteur, après l'économie et après la démographie, qui permet de voir dans quelle mesure, une fois de plus, les campagnes se séparent des villes et où la distance entre les deux devient de plus en plus importante. Au XVIIIe siècle se multiplient les intermédiaires entre les élites urbaines et d'autre part les ruraux. En effet, quand je parle d'intermédiaires, je fais référence ici en particulier aux loyers qui doivent être payés aux propriétaires, qui sont le plus souvent maintenant de plus en plus des propriétaires citadins. Parmi ces intermédiaires, il y a bien sûr les régisseurs, les intendants de bourgeois qui ont investi dans les terres à la campagne. En ce qui concerne les ventes de terrains, là aussi, ce sont des notaires qui vivent dans les villes et qui servent d'intermédiaires entre les paysans et les acheteurs potentiels. Voilà, donc ce sont toute une série d'éléments, je vais encore en citer un maintenant, qui montrent que cette distanciation s'accroît. Quatrième et dernier secteur, les mentalités. Dans les villes, la licence des mœurs, le libertinage, mais quand j'entends ici le libertinage, il faut l'entendre dans son double sens au XVIIIe siècle, qui est, je dirais, une liberté des mœurs, mais aussi la libre pensée, puisque au XVIIe siècle, libertinage est synonyme de libre pensée. D'ailleurs, pour éviter le doute, un certain nombre d'auteurs préfèrent parler d'ailleurs pour le XVIIe siècle de libertinisme, pour ne pas prêter à confusion, hein, mais c'est vrai qu'un personnage comme Don Juan, dans la comédie de Molière, comme vous le savez, il s'agit d'une thématique qui vient d'Espagne, avec l'abuseur de Séville, de Tirso de Molina, donc, eh bien, Don Juan est à la fois un libertin au sens du fait qu'il n'a pas beaucoup de morale, si vous voulez, même pas du tout, quand il courtise les femmes, mais, et les deux sont liés d'ailleurs, c'est aussi un libre penseur, c'est un athée, et par conséquent, quand vous n'avez plus de balises, quand vous n'avez plus de freins,
lié à un interdit d'une puissance supérieure comme Dieu, puisque l'on ne croit pas en l'enfer, pourquoi ne pas en profiter sur terre? Donc c'est d'ailleurs une des fonctions du clergé, c'est d'avoir une fonction, je dirais, je dis une de ses fonctions, hein, je n'ai pas dit que le rôle du clergé se limite à ça, mais une des fonctions du clergé est effectivement de maintenir l'ordre social et politique en place. Ensuite, dans les villes, vous avez une sociabilité que l'on trouve dans les académies, dans les loges maçonniques. Ce sont des phénomènes qui sont, des types de sociabilité qui sont évidemment tout à fait exclus dans les campagnes. Alors que dans les campagnes, je vous l'ai dit, il y a la présence toute, l'omniprésence des curés, je dirais de cette morale liée à la contre-réforme. Il y a toutefois une littérature de colportage qui, grâce à ces colporteurs qui vont de village en village, d'être au courant d'un certain nombre de nouvelles, mais les colporteurs ne suffisent pas, je dirais, pour changer les mentalités. Il faudrait des adjuvants beaucoup plus importants que ceux-là. Je ferai plus tard certainement une leçon sur l'alphabétisation en France du XVIIe au XIXe siècle. Et à ce moment-là, je vous expliquerai un petit peu quels sont les pourcentages suivant les régions de France dans le cadre de l'alphabétisation, ce qui signifie que la littérature de colportage, bien souvent, elle est lue en public par celui qui sait lire, mais elle n'est pas accessible à tout un chacun. Conclusion de mon exposé. Vous avez vu que dans cet exposé, il y avait deux grandes parties. Dans un premier temps, j'ai voulu replacer la question des relations entre ville et campagne au XVIIIe siècle dans le contexte général, en tentant de définir, ne fût-ce qu'en chiffres, à quoi correspondent les campagnes et à quoi correspondent les villes. J'ai essayé de définir également pour les villes quelle définition on peut en donner, parce que je vous ai dit que, comment dirais-je, les chiffres sur le plan démographique n'ont qu'une valeur très relative et qu'il vaut mieux se baser sur la superposition d'un certain nombre de critères juridiques, économiques, culturels et urbanistiques. Dans un deuxième temps, j'ai abordé la question des échanges en envisageant successivement en deux étapes comment et dans quelle proportion s'établissaient les échanges d'une part entre les campagnes et les villes, puis entre les villes et les campagnes. De tout ceci résulte que deux types d'univers se dégagent de cette symbiose initiale qui fait que dans les villes, l'individualisme règne de plus en plus, et là aussi, du point de vue de l'histoire des mentalités, ça nous informe, nous sommes dans une époque très individualiste, alors que dans les campagnes, le phénomène communautaire, des traditions de solidarité est beaucoup plus important. Ensuite, les structures des campagnes vont se polariser dans le cadre de la concentration des exploitations, d'activités proto-industrielles qui annoncent de plus en plus la suggestion des campagnes par rapport aux villes. Enfin, l'historien se doit toujours d'établir un certain nombre, ou de relever un certain nombre de nuances par rapport à ce qu'il a tenté de proposer sous la forme d'un modèle, mais vous savez qu'un modèle
n'est vrai que d'un point de vue théorique, et que pour chacune des régions considérées du royaume de France, les choses ne se sont pas passées tout à fait de cette manière-là. Ici, il s'agit d'une synthèse, bien sûr, et il ne faudrait pas donc avoir une vision, je dirais, platonicienne de l'histoire. L'histoire est, je ne dirais pas, comme on l'a dit bien souvent, que c'est la science des singularités, ce serait peut-être exagéré, mais en tout cas, l'historien travaille sur du singulier, mais en essayant de dégager des cohérences, non pas des lois, parce que, voilà, l'historien, d'ailleurs, n'est pas un sociologue, il travaille sur la durée courte, moyenne et longue, parfois très longue, et par conséquent, il ne peut pas considérer qu'il y a des... je veux dire, dans son analyse, il apparaît que s'il y a quelques invariants, pour le reste, qui sont liés, je dirais, à... Alors, je ne vais pas utiliser le terme nature humaine ou essence humaine, hein, je ferai de la philosophie ou de l'anthropologie, mais en tout cas qu'il y a des éléments constants qui sont liés, je dirais, à notre espèce. Mais pour le reste, les sociétés sont toutes différentes les unes des autres, et c'est justement de leur comparaison que l'on peut, comment dirais-je, tirer un certain nombre, non pas de leçons, parce que l'histoire n'a pas pour but ni de faire la morale, ni de, comme je le disais, d'ériger des constatations sous la forme de régularité qui deviendraient elles-mêmes des lois, mais enfin l'historien cherche quand même à essayer de montrer justement que l'histoire n'est pas faite que de singularité, et comme le disait, ou l'écrivait plutôt William Shakespeare dans l'acte 5 de Macbeth, l'histoire ne serait-elle que bruit et fureur et ne signifiant rien. Je ne le pense pas, sinon je n'exercerai pas ce métier. Il y a donc des différences entre les régions, les espaces sont organisés par les villes, ce qui s'oppose à certaines régions qui sont restées très isolées. Et or, je dirais, les régions montagneuses, par exemple, certaines régions plus désertiques, ou désertes de ville en tout cas, où effectivement la vie traditionnelle a continué à fonctionner un petit peu hors des sphères urbaines. Quelques livres, alors d'abord des livres d'histoire rurale, sous la direction de Georges Duby et d'Armand Vallon, Histoire de la France rurale, le tome 2, qui va de 1340 à 1789, sous la direction d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Ce tome 2 est intitulé « L'âge classique des paysans ». Alors, de Benoît Garneau aux éditions Offris, les campagnes en France au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un manuel destiné à l'enseignement supérieur, pour historiens donc. Ce n'est qu'un manuel, hein, je le dis bien. Alors, d'Emmanuel Leroy-Ladurie, que j'ai aussi cité, les paysans français d'Ancien Régime, du XIVe au XVIIIe siècle, aux éditions du Seuil. D'Antoine Follin, Le village sous l'Ancien Régime, en France, chez Fayard, sauf erreur de ma part, 2008. Alors, et pour terminer avec les campagnes, Histoire économique et sociale de la France, tome 2, c'est la série de l'histoire économique et sociale de la France dirigée par
deux très très grands historiens modernistes français, maintenant décédés, Fernand Braudel et Ernest Labrousse, qui est à l'origine de l'histoire sérielle, de l'histoire quantitative. Le tome 2 couvre la période 1660-1789. Alors, vous avez d'excellents chapitres, c'est un excellent ouvrage vraiment rédigé, en particulier et principalement par Pierre Goubert. Alors, je ne sais plus s'il a rédigé les chapitres sur la ville ou sur la campagne. Je vais essayer de retrouver ça. Enfin, il y a les deux. Hein. Oui, je vois ici les campagnes françaises, Pierre Goubert. Mais il a aussi, il s'est également occupé de la partie relative à l'économie d'une manière générale. Donc, excellent ouvrage. Maintenant, sur l'histoire des villes, tout d'abord, une histoire générale d'Olivier Zeller, La ville moderne, 16e, 18e siècle, Histoire de l'Europe urbaine, tome 3 sous la direction de Jean-Luc Pinol. En point histoire. Alors, histoire de la France urbaine, c'est le pendant d'histoire de la France rurale sous la direction de Georges Duby, la ville classique. Alors, je vois qu'il n'y a pas de directeur de l'ouvrage, puisque Duby est le directeur de l'ensemble de la série. Donc, la ville classique de la Renaissance aux Révolutions. Au Seuil, collection L'univers historique. Oui, l'histoire rurale et l'histoire de la France rurale et l'histoire de la France urbaine ont été réédités dans les collections Point Seuil, en édition de poche. Donc, de Daniel Roche, Le peuple de Paris au XVIIIe siècle, chez Fayard, pour vous donner l'exemple d'une très grande ville. Alors, sous la direction de Michel Mollat, pour que vous voyez bien les interactions entre Paris et son hinterland, mais aussi un certain nombre de villes de la région parisienne, Histoire de l'Île-de-France et de Paris, publié chez Privat à Toulouse, avec des contributions de Michel Mollat, de Guy Fourquin, de Michel François, de Jean Jacquard, spécialiste des campagnes en Île-de-France dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et alors, le dernier ouvrage publié par Fernand Braudel, qui n'a pas pu terminer, atteint par l'âge, je crois qu'il est décédé, il avait 82 ou 83 ans, L'identité de la France, le tome 1, Espace et Histoire, où vous allez trouver un chapitre bien intéressant intitulé La cohésion du peuplement ville, bourg et ville. Voilà. Et alors, le tome 3 aussi, qui me semble intéressant. Où il est question aussi des villes dans l'histoire de France. Alors, Fernand Braudel, ici, a voulu retracer une histoire de la France à partir de la thématique indiquée sur la couverture, donc de manière diachronique, mais à la fois thématique. J'ai dit